Pour le projet de sécurité de cette année, nous avons décidé de travailler sur les systèmes de détection d'intrusion. Djibril, Mohamed et moi-même, Mélanie, allons vous présenter le résultat de nos recherches dans les prochaines slides. Avant tout propos, qu'est-ce que la sécurité informatique? Eh bien, selon Wikipédia, la sécurité des systèmes d'information, ou SSI, est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, le mauvais usage, la modification ou le détournement du système d'information. Elle assure 3 critères essentiels qui sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Assurer la sécurité du système d'information est une activité du management du système d'information. D'où l'usage de la cryptographie qui elle-même assure l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données et de l'utilisateur lui-même. Pour revenir à notre sujet, un IDS, ou système de détection d'intrusion, a pour objectif de protéger le SSI. Il protège les entreprises contre des cyberattaques potentielles grâce à la surveillance du trafic réseau. Pour entrer plus en profondeur sur ce sujet, je vous laisse avec Djibril. Le sujet étant bien introduit, je vais vous présenter comment ça se passe dans un IDS. Alors, nous avons en premier lieu le localisateur d'information qui est le senseur. Il est composé du probing qui enregistre toute forme de données sous forme de log et le monitoring qui synthèse ces données. Ensuite, nous avons l'analyseur qui lui aussi est composé de la partie évaluation des menaces du monitoring et de la décision qui dit si le système est compromis ou pas. Enfin, nous avons l'interface utilisateur qui permet aux administrateurs système de superviser l'état du système informatique. Alors, concernant les intrusions, qui est une activité non autorisée pour pouvoir menacer la sécurité informatique du système, il y a un schéma assez commun pour une intrusion, pour les intrusions, qui est le suivant: la collecte d'informations, l'intrusion dans le système, la mise en place du système de réintrusion, la propagation de l'intrusion par une attaque distribuée, paralysie du système et effacement de toute trace d'intrusion. Donc, pour les types d'attaques et de protection, Mélanie s'en charge. Concernant les attaques, nous avons celle qui est la plus répandue, celle sur les réseaux. Elle est causée principalement par des failles de protocole qui peuvent être détectées par de simples scans du réseau du système. Grâce au scan, on peut avoir les versions d'un protocole, les numéros de port ouverts pour un service. Et là, l'attaquant peut s'introduire dans le système. Des exemples de ce type d'attaque sont le The Man in the Middle, le DDoS et l'usurpation d'identité. Un autre type d'attaque qui existe et qui est plus ravageur est l'attaque applicative. Elle est liée à des failles de configuration dans un programme. Un administrateur système ayant mal configuré ou n'ayant pas configuré du tout les paramètres par défaut d'un programme peut être vulnérable. Comme par exemple, nous avons une attaque par injection SQL, buffer overflow et le déni de service. Par analogie, nous avons aussi 2 types de protection contre ces attaques. La première est le NIDS, ou le système de détection d'intrusion basé sur le réseau. Il surveille le trafic du réseau ainsi que les paquets qui transitent. Il utilise un système de détection par empreinte numérique. La deuxième protection est le HIDS, ou système de détection d'intrusion basé sur l'hôte. Ce système s'implémente au sein du noyau d'une machine pour protéger le système dès son installation. Il est très efficace contre les buffer overflow. Je vais vous laisser avec Djibril qui va vous parler de quelques approches de détection d'intrusion. Les approches de détection d'intrusion sont assez diverses, vu que c'est en fonction du type d'intrusion que l'on veut détecter, afin d'introduire cette IDS. Pour l'illustrer, je vais vous expliquer 2 types d'approches qui sont celles par scénario et par comportemental. La première s'inspire d'une source de données d'empreinte numérique, d'attaque. Nous savons que tout programme détient une empreinte numérique qui le caractérise selon son agissement. Cette empreinte est connue et peut varier d'un système à l'autre.
C'est une méthode beaucoup utilisée par les logiciels d'antivirus actuels. La seconde approche se base sur la prédiction du comportement des utilisateurs. Une base de données de comportement normaux est envoyée à l'ITTS qui l'enregistre dans sa mémoire. Lorsqu'un comportement s'éloigne trop du comportement normal, il la détecte et la signale aux administrateurs. Cette approche CTCO dépend fortement d'une mise à jour conséquente des données pour être efficace et sont assez limitées sur les algorithmes de pattern matching créés pour la détection de motifs tels que Bayer-Moore et Kuff-Morse. Pour pallier à ces difficultés, des modèles de machine learning feront l'affaire et donc nous arrivons ainsi à la troisième partie. Qui parle de machine learning et de deep learning. Pour un petit rappel, nous avons en fait l'intelligence artificielle, l'IA, qui est un système d'imitation de la pensée et des actions humaines. Le machine learning est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Sont un ensemble de systèmes qui apprennent sur la base de grands ensembles de données structurées. Et enfin, le deep learning, qui est aussi une sous-partie de machine learning, qui est un système des systèmes qui apprennent via des réseaux neuronaux sans être guidés par l'homme. Donc, de manière générale, on a le machine learning qui est composé du supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning et le transfer learning. Il y en a d'autres types d'apprentissage, mais c'est les plus en vogue qui sont présentés. Donc, pour faire simple, le machine learning apprend sur de grandes quantités de données labellisées ou pas. Il apprend ces données comme tout enfant à l'école et enfin, on évalue le modèle sur ses prédictions, s'il est performant ou pas. Un modèle est dit performant si son score dépasse les 90%. Donc, pour la suite, je vais passer la parole à Mohamed. Lors de l'implémentation, nous avons eu à étudier deux cas de figure, qui est la détection des URL malveillants. Pour le cas de détection d'URL, nous sommes partis sur un dataset labellisé comprenant 250 358 URL non malveillantes et 137 230 URL malveillantes. La donnée n'étant pas digeste pour notre modèle, il fallait la vectoriser d'abord. Et pour la vectoriser, une étape de pré-processing devait être faite au préalable. La première est le pré-processing par le hachage et la seconde, le calcul des fonctions de pondération de chaque terme d'une URL. Comme vous pouvez le voir, ici on a une comparaison entre deux méthodes sur l'URL toto.fr et toto.fr/data. On observe que le résultat de la vectorisation de ces deux URL donne des résultats très loin l'un de l'autre. Pour la tokenisation, elle donne des résultats proches, ce qui montre que les deux éléments sont proches. Nous choisissons donc la tokenisation pour la vectorisation de tous nos URL. Cette partie étant terminée, nous allons passer au modèle. Pour le modèle de machine learning, nous sommes allés sur un modèle de régression logistique. Il se base sur une loi binomiale pour prédire une donnée que l'on fournit en entrée. Sur notre dataset, il a été très performant. En effet, nous avons observé un score de 98%, qui est très important. Pour illustrer cette performance, nous allons afficher la matrice de confusion sur les données prédites et les vraies données de notre dataset. Sur la matrice de confusion, nous avons observé
26825 URL malveillantes, notre modèle a pu détecter que 26554 URL malveillantes et s'est trompé sur 271 URL qu'il a classées comme URL non malveillantes. Pour le cas des malwares, nous sommes partis sur la compétition des malware détection sur Kaggle. On a au total 209 329 éléments sur 50 colonnes, dont un qui est la légitimité comme label. Pour le pré-processing, on a supprimé 2 colonnes, dont celle MD5, empreinte numérique, et celle name. Ensuite, nous sommes partis sur 2 modèles, un de machine learning random forest, un de deep learning réseau de neurones artificiels, pour entraîner les autres colonnes qui étaient des valeurs numériques. Voici les résultats de chaque modèle. On peut observer que le random forest est plus performant parce qu'il possède un score qui donne 99%. Pour la conclusion, on vous présente ici l'interface de notre application qui prend un lien en entrée. Quand ce lien est envoyé à notre modèle, il fait la prédiction. Ce résultat est affiché sur une page résultat. Le lien est annoncé malveillant ou bienveillant. Pour vous faire cette démonstration, je vais aller dans l'extrait de notre dataset qu'on a enregistré. Le premier extrait qui est là, il s'agit de liens classifiés bons. Donc si on prend un exemple ici, on colle sur notre application et notre application nous envoie un résultat. Ce résultat nous dit quoi? Que le lien est classifié non malveillant, ce qui était le cas dans la dataset. Et quand on voit dans l'extrait des datasets classifiés malveillants, on récupère un lien, on vient sur l'application, on colle ce lien ici, le résultat il nous envoie un résultat qui signifie que le lien est classifié malveillant. Voilà en résumé ce que fait notre application. Pour conclure, nous avons appris que ce qu'est un IDS et son importance pour une entreprise pour lutter contre les attaques. Nous avons aussi mis en place un IDS basé sur le machine learning et le deep learning. La performance d'un IDS se mesure sur la capacité à détecter et à réagir face à une intrusion, car elle permet de protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Thank you. Do you have any question?